On va pouvoir du coup démarrer donc la première conférence de cette matinée, quand la campagne réinvente la ville. Donc c'est notre thématique. On va le voir avec nos 4 invités. Le secteur de l'ESS est particulièrement innovant dans les territoires ruraux. Ils nous raconteront comment d'une contrainte, ici du retrait des services publics ou d'acteurs économiques, finalement des besoins essentiels du quotidien non satisfaits leur ont permis de se lancer et d'innover. Nous parlerons de tiers-lieux nourriciers, culturels ou encore numériques, d'habitat partagé, de projets ferroviaires, citoyens, de réemploi et des mondes de l'économie sociale et solidaire et de l'économie traditionnelle. Comment ces innovations sociales et environnementales donnent-elles un nouveau souffle aux campagnes et comment les aider à changer d'échelle, peser dans le débat public sans perdre leur âme? Voici quelques questions que nous allons explorer ensemble ce matin. Donc, je vais demander à nos 4 invités de nous rejoindre sur scène. Marie-Laure Cuvelier, Florence de Lillérard, Dominique Guéret et Maud Sarda. Bien évidemment, on est là pour échanger avec vous, donc je vous donnerai régulièrement la parole dans la salle. On a aussi l'autre moitié du public qui nous suit en Facebook Live. Donc pour ce public-là, n'hésitez pas à faire des commentaires, poser vos questions en commentaire et on essaiera de traiter un maximum de questions. Alors peut-être juste, ça serait bien de mettre la slide avec les noms de nos intervenants. Voilà, si ça peut venir, ça serait un petit plus. Et puis, on va faire connaissance déjà. Donc, Marie-Laure Cuvelier, vous avez créé plusieurs tiers-lieux. Le Node à Bordeaux, la Loco à Pessac, le Quartier Génial à Floirac. Vous êtes de nouveau sur la création d'un nouveau tiers-lieu à Canéjan. Vous êtes aussi la cofondatrice de la coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi participé donc à la création de France Tiers-Lieux, qui fédère tous les tiers-lieux au niveau national. Et vous en êtes la secrétaire j'allais dire génial, mais général, mais aussi génial. En préparant cette conférence, vous m'avez dit au sujet des territoires ruraux, quand il n'y a plus rien, il faut faire soi-même. C'est un peu ce qu'a évoqué aussi Vincent Bost dans son introduction. À quels besoins les acteurs de l'économie sociale et solidaire viennent répondre et quelles sont les innovations majeures, selon vous, qu'on a vu émerger dans ces territoires depuis une dizaine d'années? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Julia pour l'invitation déjà et pour cette introduction. Alors, qu'est-ce que viennent faire les acteurs de l'ESS? Au départ, ils ne sont pas forcément des acteurs de l'ESS. Au départ, c'est des citoyens, c'est des habitants qui reprennent leur pouvoir, qui font par eux-mêmes parce que le café a fermé, parce que le dernier commerce a fermé. Et que du coup, il faut se retrousser les manches. Et évidemment, dans un territoire comme celui-là, puisqu'on est à Guéret, il y a aussi la chance d'avoir la collectivité à l'écoute et donc les planètes qui s'alignent pour justement soutenir l'initiative citoyenne. Et ça donne la Quincaille, tiers-lieu emblématique de ce département et de la région. Mais au départ, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon territoire, mon quartier, mon village, parce que ça répond pas à mes besoins et moi c'est ici que j'ai envie de vivre et de travailler autant que possible. Et donc évidemment c'est les tiers-lieux qui répondent de mon point de vue le mieux à ce problème et donc les acteurs se rassemblent pour faire eux-mêmes. Et donc quand je dis les acteurs, c'est tout ce qui constitue un territoire, c'est d'abord les habitants bien sûr, mais les associations, les entreprises, la collectivité. C'est tout cet écosystème-là qui se retrouve autour de la table pour finalement combler les manques et puis voir un peu ce qui peut enrichir le territoire ou en tout cas remplacer ce qui a disparu. Donc là, cette année, il y a un appel à manifestation, la Fabrique des territoires qui a été lancée. La quincaillerie fait partie d'ailleurs de ces fabriques qui ont été sélectionnées. Est-ce que c'est le signe que la ruralité, elle est reconnue comme un laboratoire de l'innovation sociale aujourd'hui? Bien entendu. Après, je ne pense pas qu'elle cherche forcément cette reconnaissance. C'est, comme je le disais au démarrage, c'est vraiment des initiatives naturelles. C'est pas de l'affichage en fait. C'est qu'est-ce qui manque autour de moi. Voilà. Et donc là, les exemples sont nombreux. J'ai parlé de Guéret, mais je pense au champ commun à Augan en Bretagne où c'est pareil. On a un irritant au départ qui est il faut faire 30 minutes de voiture pour aller acheter une baguette de pain le dimanche. Et on va tirer ce fil. Et donc, ça veut dire qu'il y a un boulanger dans le village, mais il est fermé le dimanche. Et donc, on va créer un lieu où on va vendre son pain le dimanche. Et puis, ce lieu, ça va devenir une épicerie locale pour valoriser les producteurs. Et puis, ça va devenir un café. Et donc, on remet de la vie. Et 10 ans, 12 ans plus tard,
Le champ commun, c'est le premier employeur du village, c'est une SCOP. Il y a 150 habitants du village qui sont sociétaires, donc c'est 7 ETP non délocalisables. L'économie sociale et solidaire, c'est ça, quoi. C'est comment on fait tiers-lieu, comment on fait territoire, comment on fait société, sans que ce soit l'argent qui décide de tout, quoi. C'est d'abord, concrètement, on a besoin de quoi? On a besoin d'une baguette de pain le dimanche, quoi. Merci beaucoup. Dominique Guéret, vous êtes président du conseil d'administration de RICOP. Donc on prendra le temps de parler de gouvernance un petit peu plus loin dans nos échanges, mais pour faire simple, vous êtes du côté des sociétaires. RICOP, c'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif qui est née à l'initiative de citoyens il y a 2 ans. Vous avez pour ambition notamment la réouverture de la ligne de train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon, avec un arrêt à Guéret. Donc c'est une ligne qui avait fermé en 2014, qui avait été fermée en 2014 par la SNCF. On comprend bien que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. Comment est né ce projet et pourquoi les fondateurs ont fait le choix d'une coopérative? Alors le projet est né dans une zone qui est très rurale, aussi rurale que la Creuse, dans le Lot, par le constat que effectivement il y a des voies ferrées, il y a des gares, etc., mais il n'y a pas de service. Et donc le porteur de projet qui vient du ministère de l'Environnement, qui faisait une pause dans cette zone rurale. Il a construit une maison là-bas. Il s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Comment faire ça? C'est avec l'opportunité de l'ouverture du marché par l'Europe. Il s'est dit, voilà, on va créer un opérateur ferroviaire. Donc on va créer une entreprise privée qui va faire rouler des trains sur le réseau SNCF qui est en place. Et la première ligne qui a été choisie pour développer ce projet, ça a été le Bordeaux-Lyon, donc effectivement avec un arrêt à Guéret. Pourquoi? Pour pouvoir relier dans l'esprit, il y a une démarche qui est d'abord, bien sûr, écologique, dans le sens où le ferroviaire émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que la voiture, la route et l'avion. Et on a choisi cette ligne parce qu'elle relie beaucoup de petites villes et moyennes villes rurales entre elles, entre 2 grandes métropoles. C'est un peu ça l'ADN de RICOP, c'est aussi son ancrage territorial. Vous l'avez compris, c'est le sens de RICOP. Alors pourquoi une coopérative? Parce que le porteur de projet, avec un petit groupe de gens qui est autour de lui, ils se sont dit, il faut faire quelque chose qui soit citoyen. Et j'ai rencontré par hasard Nicolas de Bézieux, porteur de projet, qui est maintenant notre directeur général. J'ai dit, mais si il faut faire appel aux citoyens, voilà, il faut créer une SIC. Et cette idée donc a été réalisée, vu qu'on a créé la SIC le 30 novembre 2019, donc il y a bientôt 2 ans. Donc voilà, moi je viens du monde de l'ESS, c'est évidemment un combat. J'ai été moi-même gérant d'une SCOP et à l'Union régionale des SCOP Auvergne en son temps. Je suis maintenant retraité et donc je suis effectivement du côté, moi, sociétaire. Je ne suis pas du tout dans l'opérationnel. Je suis, comme dans beaucoup de SIC, je suis bénévole, mais en même temps je suis évidemment ravi de porter ce projet qui a des valeurs fortes avec la création d'emplois. Quand on voit ça, on est actuellement déjà 27 salariés. On a déjà un premier train de fret qui roule entre Toulouse et Capdenac-Figeac. Donc on est vraiment le premier opérateur ferroviaire privé efficace et qui est déjà en opération. Voilà. Merci beaucoup Dominique pour cette introduction. Maud Sarda, Florence, pardon. On va d'abord discuter avec Florence. Désolée. Florence de Lillera, vous êtes la fondatrice et co-directrice d'Habitat des Possibles. Donc, vous êtes attaquée à une autre problématique de taille, à savoir l'habitat pour les seniors en milieu rural. Donc, on change complètement de secteur d'activité. Voilà, quels étaient les constats que vous avez pu dresser au moment de la création de votre association en 2016 et quel est le chemin que vous avez parcouru depuis, sachant que vous allez ouvrir la première maison partagée en tout début 2022. Si, ça va démarrer. Ça vient en cours de route. Merci pour l'invitation. Peut-être pour redire le point de départ, il n'est même pas rural. Le point de départ, c'est vraiment une réalité existentielle que la plupart d'entre vous connaissent dans vos familles et qu'ont partagé l'ensemble des fondateurs citoyens de l'association Habitat des Possibles qui a 5 ans.
qui était vraiment de se dire la dernière partie de la vie, on va dire la retraite, pour faire simple, c'est plutôt une période de mutation, c'est plutôt une période de questionnement, c'est une période où il devrait y avoir un contexte, une façon d'habiter qui permette à la vie d'avoir, ou de continuer d'avoir du sens, peut-être de découvrir des nouvelles choses, et en tout cas de se maintenir dans quelque chose qui relève bien de l'appartenance, de la dignité, et pas de tout ce qu'on a envie d'associer, pas envie d'ailleurs, mais tout ce qui est aujourd'hui associé à la vieillesse, qui n'est pas forcément très positif dans la société de maintenant en France, c'est pas le cas partout. Donc c'était vraiment ça, le constat de se dire ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos amis, c'est pas ça qu'on veut. Donc en ça, je rejoins un peu ce que tu disais. On est vraiment sur une question de constat, de manque. Et c'est pas spécialement rural. C'est juste un constat. Et très vite, le constat de se dire habiter sa vie, très vite, c'est lié aussi à l'habitat dans lequel on est. L'habitat, c'est pas que la maison, c'est le lieu de vie. Et là, très vite, par contre, la question de la ruralité arrive. La plupart des fondateurs, enfin une partie des fondateurs habitent en territoire rural, en Gironde, à l'est de la Gironde. Et là, par contre, de constater que oui, il y a des innovations intéressantes qui sont en train de naître, mais elles naissent en ville. On a des innovations qui parfois sont trop chères pour les retraites moyennes. Et puis, on a effectivement des choses qui vont émerger de type habitat intergénérationnel, habitat participatif, majoritairement en ville. Et donc, le constat tout simple de se dire, si on veut qu'il se passe quelque chose dans nos ruralités, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Donc, c'est parti vraiment comme ça. On a regardé ce qui existait ailleurs en France, dans les ruralités françaises et très vite dans les ruralités du nord de l'Europe, notamment chez nos amis belges. Et puis, on est revenus, les fondateurs, avec ce qu'on avait digéré et eu envie d'ouvrir devant les retraités de nos territoires. Et là, il y a une partie de nos constats qui ont été validés et une partie, on s'est fait complètement ramasser. Et donc, on a corrigé le tir. Je le dis, c'est important parce que c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de fantasmes et de rêves. Entre ce que vous pouvez avoir envie de construire et puis ce qui est attendu, il y a parfois un écart. Donc voilà, les constats du coup qui ont été validés et ceux qui ont été invalidés par les retraités eux-mêmes, c'était d'une part oui, un besoin de relation, oui, un besoin de convivialité, de partager des espaces qui du coup permettent ça, mais non à la coloc, et oui au maintien de sa liberté, de son intimité, d'un espace à soi, de sa liberté d'autodécision, surtout pas de trop partager, surtout pas d'imposer. Il faut se représenter quand on parle de retraités aujourd'hui. Il y en a 60 ans et 90 ans. C'est des gens qui n'ont pas du tout le même parcours. Au milieu, vous avez des 68ards qui n'ont pas du tout envie de se laisser imposer quoi que ce soit. Et c'est tout à fait légitime. Je pense que je ne serais pas hyper facile à vivre non plus quand j'aurai ces âges-là. Donc il y a vraiment ce constat-là de se dire il faut qu'on arrive à naviguer entre du partagé et du privatif sans avoir à choisir entre les deux. Un autre constat qui était évidemment la réalité des retraites. Parce que très vite, on s'est dit, en fait, si c'est pour refaire une innovation qui s'adresse aux 10% des retraités les plus aisés, c'est pas la peine. La retraite brute moyenne en France d'une femme seule, c'est 1 000 €. Et c'est du brut, et c'est du moyen. Donc, il faut se représenter ce que ça veut dire. On reste à vivre derrière. Et puis, voilà, tout un tas de constats connexes aussi sur, très vite, quand on parle d'habitat en milieu rural, on parle de mobilité, on parle des services de proximité. Et bon, je vais pas aller plus loin, sinon je suis partie pour parler pendant un quart d'heure. Mais voilà un peu les constats de démarrage. Et donc, le point fondateur, c'était vraiment d'articuler une réflexion entre ce que les fondateurs avaient envie de créer, mais aussi ce que les retraités avaient envie de vivre, mais aussi ce que les élus, les acteurs ressources du maintien à domicile nous préconisaient. Donc on a fait ça pendant 6 mois, c'est pour arriver à la réponse de qu'est-ce qu'on a fait après. Et très vite, donc au bout de 7-8 mois, on a une première commune qui s'est présentée, l'Estiac-sur-Garonne, donc près de Langoiran, pour ceux qui connaissent la Gironde, qui effectivement avait un bien communal mis à disposition. Et donc on a travaillé main dans la main avec eux. C'est un foncier et une habitation ancienne communale qu'on a réhabilité. Donc c'est la commune qui porte l'opération. Et donc nous, on a été l'artisan de bout en bout. L'animation de la démarche participative avec les habitants et les acteurs du territoire pour faire naître le projet, appuyer la commune dans tout ce que ça veut dire pour une commune de 500 habitants, de faire un projet d'1 million d'euros, d'aller chercher plus de 800 000 € de sub, etc. Et puis maintenant d'accompagner les retraités à définir ce qu'ils veulent vivre dans la maison. En ce moment, ils rédigent leur règlement intérieur. Ils sont quasiment tous au complet alors qu'on ouvre dans 6 mois. Enfin voilà, on est un peu dans cette démarche-là. Et ensuite, on a un autre projet qui suit un peu derrière et 3 autres qui arrivent. Et évidemment, un questionnement pour aller plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
C'est Je vais laisser la parole à Maud. C'est parfait. Merci beaucoup Florence. Maud Sarda, vous êtes cofondatrice de la coopérative Label Emmaüs. Donc Label Emmaüs par rapport au mouvement Emmaüs France que maintenant je maîtrise. C'est une plateforme de vente en ligne éthique et solidaire qui est réservée aux boutiques Emmaüs et aux acteurs du réemploi de l'ESS. Ça représente à peu près 150 acteurs qui donc commercialisent des produits issus du réemploi sur cette plateforme. Jusqu'à présent, vous étiez installé en région parisienne dans le 93 à Noisy-le-Sec. Désormais, vous avez ouvert une plateforme à Damazan, dans le Lot. Donc, c'est une nouvelle étape pour Label Emmaüs. Et puis, il y a d'autres sites qui sont à venir. Pourquoi vous faites ce choix aujourd'hui de vous déployer dans les territoires? Et puis, voilà, on va commencer comme ça. Maud. Bonjour à toutes, à tous. Alors, c'est vrai que la notion de territoire, finalement, avec Label Emmaüs, c'est un peu particulier, puisque le mouvement Emmaüs, c'est quand même 450 points de vente et des points de dépôt partout en France. Donc c'est un maillage incroyable du territoire, y compris dans des zones quand même très reculées. Historiquement, il y a eu beaucoup de corps de ferme, notamment, qui ont été donnés à l'abbé Pierre. Et des communautés sont vraiment très loin des centres-villes. Bon, c'est vrai que dernièrement, il y a eu pas mal d'ouvertures de boutiques en ville, d'Emmaüs, donc ça change. Mais voilà, on maille des territoires qui sont aussi assez isolés. Mais Label Emmaüs dans tout ça, c'est Internet. Donc c'est vrai que la notion de territoire, elle est différente. C'est le territoire du web. Et donc quand nous, on a lancé Label Emmaüs, on était plutôt omnibulés par le territoire du web à conquérir, avec des géants face à nous qu'on connaît bien. Amazon, pour ne pas les citer, voilà, qui vraiment incarne tout ce qu'on veut combattre en termes de valeurs. Et on est né dans le 93 parce que Emmaüs France, la tête de réseau, est dans le 93. On ne s'est pas forcément posé beaucoup de questions à cette époque-là. Et puis petit à petit, en fait, en accompagnant des Emmaüs et des ressourceries, des différentes structures de l'ESS à vendre en ligne sur notre site, on a eu la bonne surprise de voir que des structures quelquefois petites, en milieu rural, se débrouillaient mieux en e-commerce que celles qui pouvaient être dans des grandes agglomérations. J'ai l'exemple de Neufchâteau en tête, dans le 88, c'était dans les Vosges. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Ils ont mis une équipe avec plein de bénévoles, de personnes en insertion. Ils se sont attaqués vraiment au sujet et c'était notre meilleur vendeur. Bien devant Lyon, bien devant des communautés à Paris. Donc ça nous a un peu mis la puce à l'oreille déjà. On s'est dit que le e-commerce pouvait être fait partout et quelquefois même mieux en territoire rural. Pourquoi? Voilà, donc... Après, en parallèle, on a créé une première plateforme logistique dans le 93 qui récupérait des livres, des surplus de livres. En fait, tout ce que les Emmaüs, les ressourceries n'arrivaient pas à écouler en physique en Île-de-France. On réussissait à sauver un livre sur 2 qui partait au pilon en le vendant en ligne, en fait, avec ce territoire infini qui est le e-commerce, forcément, en termes de zone de chalandise. Et là, avec les déchets des déchets, on réussissait à créer une dizaine de postes en insertion sur des métiers qui sont quand même très porteurs, celui du numérique, de la logistique, du e-commerce. Et voilà. Et finalement, en mixant ces deux expériences, on s'est dit que on pouvait faire une plateforme logistique comme ça ailleurs, finalement, et puis peut-être avoir même des conditions qui peuvent être plus facilitantes, l'accès au foncier, évidemment, mais aussi des partenaires qui sont plus proches, plus accessibles. Et en fait, c'est une opportunité plutôt personnelle du cofondateur de Label Emmaüs, Thomas, qui a cofondé avec moi la coopérative. Et il s'est retrouvé à vivre à Marmande. Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion rêvée pour tenter cette nouvelle plateforme logistique. On a trouvé un lieu incroyable à Damazan, avec Valorizon, avec un entrepôt mutualisé comme ça, dédié à l'ESS. Mais ça, c'est rarissime. Franchement, en Île-de-France, il n'y a aucun projet comme ça. On est tout le temps en train de se battre pour trouver des entrepôts logistiques qui sont beaucoup trop coûteux pour que l'ESS se saisisse de cette activité.
Et voilà, Damazan, un lieu idéal pour développer l'activité et tout un tas de partenaires qui se sont mis autour de la table, que ce soit la région, le département, la direction du travail décentralisé, enfin tout le monde en fait, à l'ADEME, des éco-organismes. Ça a été incroyable en fait. On a nous-mêmes été surpris quoi, par cette force comme ça de soutien des différentes parties prenantes. Ça ne nous était jamais arrivé, je peux vous dire, dans le 93, où il y a beaucoup de pauvreté à adresser, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs et c'est difficile en fait d'avoir un rapport privilégié avec les financeurs et les partenaires sur le territoire. Donc ça, cette facilité d'entreprendre dans les territoires ruraux, c'est quelque chose qui est ressorti de tous les entretiens qu'on a pu faire avant cette conférence, avec parfois de grandes différences entre les territoires. Peut-être, Marie-Laure, vous avez envie de réagir par rapport à ça. À la fois cette facilité qu'on peut avoir pour entreprendre sur ces territoires et puis parfois une fermeture par rapport à l'ESS. Oui, ça effectivement c'est le propre du rural, ce que tu viens de dire, Maud, se vérifie complètement dans le secteur des tiers-lieux. Cette capacité à faire, à être écouté, à émerger plus facilement effectivement que quand on est sur un territoire où il y a plusieurs centaines de projets chaque semaine auxquels il faut être à l'écoute, desquels il faut être à l'écoute quand on est élu ou technicien dans les collectivités. Et donc, je fais peut-être le lien avec l'attractivité. Du coup, pourquoi ce monde rural aujourd'hui, il prend une forme de revanche c'est aussi parce que le coût de la vie sur des métropoles est tellement colossal. Et en tout cas, pour ce qui concerne la métropole bordelaise, que je connais le mieux, il y a aussi cette volonté d'inverser l'effet siphon que peuvent avoir ces métropoles. Et donc je reviens sur le fait de choisir son territoire de vie, d'aspirer à autre chose. Et là-dessus, évidemment, la pandémie, elle a amplifié cet effet-là, de se retrouver dans la verdure et de pouvoir amener ses enfants à pied à l'école, etc. Et donc ça, certains élus s'en sont saisis. Donc il y a évidemment certains citoyens font ces choix de vie et recherchent à aller s'installer. On voit et je pense qu'à Guéret, ça doit être le cas aussi, beaucoup d'agences immobilières ont fait ces remarques-là dans les médias, au sortir des confinements, comme quoi la demande était colossale de la part de personnes vivant en métropole et cherchant à venir s'installer. Et de ce point de vue-là, les tiers-lieux sont évidemment facilitants pour pouvoir travailler, puisque ici, on a surtout le volet coworking et le volet Fab Lab dans la quincaillerie, mais il y a de plus en plus de tiers-lieux autour des métiers de l'artisanat. Vous avez évoqué les tiers-lieux nourriciers en introduction, donc autour de l'alimentation, les tiers-lieux agricoles finalement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des démarches qui irriguent l'ensemble des secteurs d'activité. Et là-dessus, je voulais citer un exemple qui est en Dordogne, peut-être que vous connaissez, Saint-Pierre-de-Frugy, qui a pas mal de retombées presse. Et donc là, c'est comment on montre qu'il n'y a pas de fatalité justement à être un territoire rural et qu'au contraire, c'est peut-être justement une opportunité aujourd'hui par rapport au contexte un peu sinistre, ou carrément sinistre, ambiant. À Saint-Pierre-de-Frugy, quand l'école a fermé, la dernière classe de l'école publique a fermé, le maire, loin de se laisser abattre, il a recherché finalement une école privée qui pourrait s'installer sur son territoire. Et donc il a rencontré des porteurs de projets d'une école associative autour de l'éducation Montessori. Et alors ça a eu un espèce d'effet attractif colossal. Aujourd'hui, ils n'ont plus de terrain, ils peuvent plus construire en fait. Ils ont tellement accueilli de familles ces 3 ou 4 dernières années que ça s'en est colossal. Et donc, parallèlement à l'installation de cette école associative, il a aussi décidé, avec son conseil municipal, d'obliger à ce que les nouveaux agriculteurs fassent du bio. Voilà. Et donc, ça, évidemment, ça a eu un effet bœuf sur ce territoire relativement isolé. Et aujourd'hui refuse du monde. Ça a redynamisé complètement le territoire. Et donc il y a un tiers-lieu. Et ce sont donc des petites choses comme ça, des décisions. C'est pas forcément une vision au départ, c'est juste qu'est-ce que je fais ma classe ferme, du coup je vais perdre des familles. Comment je réagis à ça et finalement ça a un effet formidable et qui redonne vie, voire même presque trop, puisque là ils sont obligés de refuser du monde. Mais ça peut effectivement donner des idées à d'autres et c'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup. On va maintenant regarder un extrait d'une interview vidéo de la sociologue et politologue belge Isabelle Ferreras de l'Université de Louvain. Elle est la co-autrice avec Dominique Médat du Manifeste Travail et tout un collectif de chercheuses en sciences sociales. C'est un texte en fait qui a été publié en mai 2020, donc c'était vraiment au sortir du premier confinement, et qui a connu en fait un succès international assez incroyable parce qu'il y a 6000 chercheurs du monde entier qui ont signé ce texte. Ça a été traduit dans 27 langues et dans ce texte, elles appellent à démocratiser, démarchandiser et dépolluer le travail. Isabelle Ferreras, elle est plus particulièrement spécialisée sur la question de la démocratie en entreprise et elle invite vraiment à considérer l'entreprise comme une entité politique. Donc on va l'écouter puis on en parle juste après. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, les organisations sont des lieux de pouvoir, bien sûr, pour toute une série de raisons, mais en particulier pour la raison fondamentale qu'elles gouvernent la vie de ceux qui y travaillent. Et c'est pour ça que j'ai proposé la notion d'investisseurs en travail et d'investisseuses en travail pour identifier ceux qui travaillent dans l'entreprise et qui contribuent par leur investissement, en fait, à l'existence même de la production de cette entreprise, que ce soit un service ou un produit, une production matérielle. Ces travailleurs, pourtant, alors qu'ils sont en fait absolument fondamentaux à l'existence même de l'entreprise, ce sont les investisseurs par excellence de l'entreprise. À côté, il y a des apporteurs de capitaux, mais ces apporteurs de capitaux, ils apportent quelque chose d'externe à eux-mêmes. Ils n'investissent pas leur personne et pourtant, eux, ils bénéficient de la responsabilité limitée, alors que le travailleur, il n'a aucun de ces bénéfices. Il met sa personne, sa santé mentale, sa santé physique vraiment dans l'aventure. Et pourtant, malgré toutes ces dimensions, bien, le travailleur, c'est celui qui n'a pas accès à gouverner l'entité politique qu'est l'entreprise. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, évidemment, elles portent vraiment cet idéal d'une économie démocratique. Il faut regarder de plus près et rentrer dans le détail. Et on peut dire que l'idéal de l'entreprise démocratique, c'est en fait l'idéal de la coopérative de travailleurs associés qui se reconnaissent comme des égaux et qui forment l'Assemblée générale qui va désigner un conseil d'administration sur base du principe d'une personne, une voix. Mais dans l'économie sociale et solidaire, il y a en fait un certain nombre d'autres formes de structuration de l'entreprise. Et on peut penser par exemple aux coopératives de consommateurs qui sont évidemment des aventures tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas si démocratiques que ça du point de vue des travailleurs. C'est-à-dire qu'elles ne se donnent pas cette même contrainte de permettre à ceux qui sont les investisseurs en travail de l'entreprise de pouvoir peser sur le gouvernement de l'entreprise comme les coopératives de travailleurs. Et c'est un principe qui, en fait, vraiment appelle l'ensemble de l'économie sociale et solidaire aussi à continuer à approfondir son chemin démocratique, comme évidemment il interpelle alors là de front les entreprises capitalistes qui, elles, sont à milieu de considérer qu'elles sont sur ce chemin-là. Aujourd'hui, il me semble que la question de vraiment considérer la dignité des travailleurs et leur accès aux droits politiques dans l'entreprise est absolument urgente pour plusieurs raisons. Je dirais qu'il y en a deux qui me semblent absolument majeures. La première, c'est la question de l'urgence climatique. On sait que nous sommes face à une économie qui est extractive. Elle est pensée pour ça, en fait, elle est construite pour que le capital aille chercher, au travers de ses investissements, un retour sur investissement. C'est tout le contraire d'une économie régénérative, d'une économie du prendre soin dont nous avons besoin. Et pour ça, le premier coin, si vous voulez, qu'il faut mettre dans la porte, c'est que les entreprises cessent d'être extractives par rapport à leurs ressources humaines. Non, les travailleurs ne sont pas des ressources humaines, ce sont les investisseurs en travail qui investissent leur vie, leur personne dans l'aventure de l'entreprise pour pouvoir rendre le service ou produire la production en question. Et donc, sortir d'un modèle extractif, c'est vital pour la planète et ça doit se jouer
jusqu'à la construction même du pouvoir dans l'entreprise. Il y a une autre raison, c'est l'urgence démocratique. C'est que nous savons que la manière dont nous sommes traités dans le travail, dont nous sommes gouvernés au travail, en fait, a un impact énorme sur le comportement électoral. Thomas Coutreau a montré, par exemple, dans le cas de la France, en étudiant les résultats le comportement électoral lors du second tour des élections présidentielles, il avait montré comment, en 2017, ce sont les personnes qui sont le plus sujettes à une organisation du travail répétitive, où ils n'ont pas de marge de manœuvre pour décider quand ils vont faire une pause, par exemple pour aller aux toilettes. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui, de manière disproportionnée, vont avoir un comportement électoral extrême droite ou abstentionniste. Bon, pas mal de choses dans cet extrait d'interview d'Isabelle Ferreras. Peut-être j'aimerais vous faire réagir déjà sur cette dernière information sur le lien vraiment entre les comportements électoraux et la liberté qu'on peut avoir dans son travail. Je trouve que c'est quelque chose qui est très rarement mis en avant en fait. On a évoqué tout à l'heure les tiers-lieux qui étaient des lieux de démocratie. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui auraient envie de réagir là-dessus sur ce lien-là? Avec plaisir. Hein. Ok, Marie. Juste préciser qu'il y a une casquette que j'ai pas mise aujourd'hui, mais je suis depuis juillet conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'ouverture de l'action régionale, donc sur ces questions-là de démocratie et de comment on fait baisser l'abstention, qui a été, je le rappelle, de 87% sur les 18-25 ans aux élections régionales. Donc il y a un enjeu, c'est rien de le dire. Et donc la démarche tiers-lieu, donc par rapport à mon histoire personnelle avec cet objet-là, effectivement, c'est l'idée de mieux vivre et de travailler autrement, quoi. C'est le fait de ne pas être obligé de revêtir un costume particulier, d'avoir du sens à ce qu'on fait, bien évidemment. Et donc évidemment que ce qui vient d'être dit, et moi ça me touche vraiment profondément, quoi. Alors j'ai aussi une histoire très forte. Mes grands-parents étaient ouvriers. Et donc voilà, tout ce qui est 3-8, travail à la chaîne, etc. Je pense que c'est là-dedans que j'ai puisé aussi le bonheur de faire des tiers-lieux. Mais évidemment que la souffrance, elle vient de là, quoi, de cette... et puis je pense qu'elle est aussi amplifiée par les médias. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile. Les réseaux sociaux montrent une espèce de vision idéale, que la vie est simple, que l'argent tombe tout seul. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors que la réalité de plein de gens encore aujourd'hui, c'est de ne pas savoir pour qui on bosse, d'avoir des tâches complètement aliénantes. Et qui correspondent plus du tout aux aspirations et surtout au niveau d'éducation que les générations actuelles ont. On n'a jamais été autant éduqués. On a appris à penser à l'école, on a un libre arbitre. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de diplômes dans l'enseignement supérieur. Et donc, on ne peut plus être sur de basses tâches comme ça à exécuter. Et donc, voilà, c'est l'esclavage moderne finalement. Et ça se ressent évidemment dans les urnes ou par le mouvement abstentionniste. Alors Isabelle Ferreras, en fait, elle parle vraiment d'une dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction totale entre nos aspirations à un modèle démocratique, une égalité en droit, et puis finalement la posture, c'est-à-dire qu'on devient des subordonnés. Quand on est salarié, on est subordonné au sein de l'entreprise. Et en fait, ça devient insupportable, c'est-à-dire que pour elle, on arrive à un point où ça n'est plus possible. Et donc c'est pour ça qu'elle appelle à une plus grande démocratie en entreprise. Peut-être Dominique Guéret, vous avez envie de réagir là-dessus, sur comment se vit cette démocratie au sein de RICOP. Oui, tout à fait. Dominique Médard, d'ailleurs, qui est une grande économiste, elle dit que c'est vrai, les entreprises classiques ont quelque part presque une dictature. Comment faire, nous, dans l'ESS, pour que ça ne soit pas le cas? Oui, c'est vraiment dans la gouvernance, et elle l'a dit dans l'entretien au début, c'est vrai que les scopes ont été pendant longtemps les coopératives les plus démocratiques, ce qui n'est pas vrai dans les autres coopératives. Leclerc, c'est une coopérative de commerçants. Bon, les salariés ne sont pas au sein de la coopérative. Donc c'est ça. Et les coopératives de consommateurs, elles existent depuis 200 ans.
ainsi que les premières SCOP, mais elles ne s'entendaient pas du tout. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance et de place des salariés dans les coopératives qui existent donc depuis plus de 200 ans. Donc, à un moment donné, et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que ça puisse se changer. Et pour ça, les SCOP ont été leaders dans ce sens-là. Et maintenant, on le trouve dans les SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où les salariés sont, comme les SCOP, elles sont présentes dans la gouvernance de l'entreprise, ainsi que d'ailleurs, entre autres, les collectivités locales et territoriales. C'est le seul statut de droit privé où les collectivités peuvent être présents. Et d'ailleurs, le Grand Guéret, je remercie Éric Correa, fait partie donc du sociétariat de RICOP, ainsi que Faux-la-Montagne, qui est en face de moi, qui a été une des premières communes à venir. Donc voilà, on arrive à faire comme ça, avec les salariés et avec les collectivités. Les salariés ont une place dans le CA, une place obligatoire. Et dans les statuts de SIC, le premier collège, parce que c'est divisé par collège, hein, on parlera peut-être tout à l'heure, le premier collège, c'est le collège des salariés. Ils ont cette place. Et on voit que chez RICOP, ça fonctionne très bien dans ce sens-là. On est dans un exemple. Et avec du personnel, vous imaginez bien qu'au départ, c'est du personnel avec grande compétence, hein, de grande qualification, qu'on a réussi à attirer, même dans les zones rurales, donc c'est bien possible aussi, et des gens qui sont venus, qui ont quitté leur boulot de Paris, des gens de chez Alstom, de SNCF, etc., qui sont venus donc travailler à Figeac ou dans le pôle communication qui est à côté de Strasbourg. Donc voilà la place. Et là, on sent aussi pourquoi ils sont venus. Ils sont venus d'une part parce que pour essayer aussi quitter la ville, être dans une zone rurale, mais c'est parce que aussi il y a cet aspect de la place des salariés. Ils sont acteurs dans l'entreprise, ils ont le droit à la parole, et ça motive. On sent que à l'intérieur de l'équipe opérationnelle, il y a une vraie motivation, il y a un vrai ensemble. Alors, pour le moment, il n'y a pas besoin de syndicat, même s'il y aura des obligations légales d'avoir un syndicat, il y en aura chez RICOP. Mais cette place dans la gouvernance et dans le CA de l'entreprise, elle est inhérente et elle amène une forme de confort et de bien-être au travail. Merci beaucoup. On va prendre des questions du public, peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit. On se rend bien compte que finalement, cette valeur qui est très importante pour l'ESS d'avoir un partage du pouvoir et donc de la démocratie dans les entreprises, finalement c'est une opportunité aussi pour attirer des talents. On sait que dans les grands groupes, tous les diplômés, les jeunes diplômés boudent en fait les grands groupes. Ils ont extrêmement de mal à recruter aujourd'hui des talents. Donc là, il y a encore une belle opportunité pour ce secteur de l'ESS. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que peut-être il y a des questions aussi sur le live Facebook? Alors, je vois une main qui se lève, madame. On va vous apporter un micro. Ils sont sur la scène? Où ça? Ah, ok, super. Merci. Ah oui, il y a un petit protocole de désinfection avant. On fait les choses bien quand même. Bonjour, Béatrice Larivière, je suis porteuse de projet dans une association, la Boutique des Idées à Pontarion, voilà, qui est un projet de tiers-lieu culturel et créatif. En fait, c'est moins une question qu'un témoignage. Par rapport à votre dernière intervention, je souhaitais aussi apporter un peu ma réflexion sur la question de la santé au travail. Parce qu'il me semble que ce qui a été évoqué sur la nécessité, en effet, d'une collaboration et d'un travail plus participatif, la dimension du climat, la dimension également liée à la démocratie, nous, est assez fondamentale dans notre projet, mais aussi la question de la santé au travail, puisqu'on sait aujourd'hui, quand même avec une explosion, on va dire, des cas de burn-out suite à la pandémie, que c'est une dimension aussi très importante pour notre société, de pouvoir construire sa santé au travail.
Et voilà, je voulais simplement ajouter cette dimension-là qui a peut-être été un petit peu moins mise en avant à travers notamment le témoignage que l'on a entendu de Madame Ferreira, c'est que cette dimension est très importante aussi et pose problème dans notre société, de comment on a envie de travailler, mais aussi comment on construit sa santé au travail et comment on est contributif au travail. Voilà. Et il me semblait que c'est une... En tout cas, nous, c'est un lien qu'on souhaite vraiment mettre en avant dans notre projet, à la fois s'interroger sur comment on est dans une économie régénérative, comment est-ce qu'on contribue aux questions de démocratie dans le cadre du travail que l'on peut développer dans le tiers-lieu, mais aussi comment on peut intervenir dans la société civile et dans notre bourg, et aussi comment on peut proposer à des gens qui viennent travailler à la fois cette réflexion-là autour de la santé au travail et proposer un autre modèle finalement d'appropriation du travail, d'investissement dans le travail. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que, peut-être je vous ferai réagir sur cette question après, enfin sur ce point de la santé au travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Ok. Bon, c'est un petit peu timide. Ah si, il y a une question là, un doigt là qui se lève. Est-ce que le public sur live Facebook pose plein de questions? Pas trop pour l'instant. Bon, très bien. Il cherche. On vous écoute. Oui, juste depuis la création des SIC, moi j'aurais une question à poser de savoir est-ce qu'il y a de plus en plus de collectivités qui rentrent au capital de SIC? Est-ce que c'est une tendance qui va à la hausse? Est-ce que ça stagne? Est-ce que c'est... voilà. Quelle est la tendance? Ok, alors moi je ne vais pas avoir la réponse sur cette tendance. Je vais me tourner tout de suite vers nos experts qui peut-être auront des éléments de réponse. Maud, éventuellement, oui. Oui, sur la SIC, alors moi, à mon sens, ça va plutôt à la baisse. Alors déjà, la création du nombre de SIC, c'est pas très très important quand même. Alors peut-être que certaines SIC vont aussi réussir à peut-être à moderniser un petit peu l'image et il y a des très belles SIC historiques comme Enercop, la Nef. Voilà, il y a des SIC quand même qui ont des milliers de sociétaires. Mais à mon sens, ça reste encore très faible. Je pense qu'il y a environ 500 SIC en France. Et c'est vrai que au début, avec les SIC, les collectivités étaient très présentes. D'ailleurs, par essence, c'était un statut qui se voulait... moi, j'ai pas de collectivité dans ma SIC. Et je peux vous dire que ça a été compliqué d'amener le sujet. Et jamais une collectivité a voulu s'investir. Et bizarrement, préfère avoir des formes de subventions. Que je trouve dommage qu'on puisse pas dans une aventure ensemble. Je ne l'explique pas. Peut-être qu'il y a eu des expériences malheureuses aussi d'investissement dans des SIC et puis qu'elles ont fait faillite. Je ne sais pas, que ça a été des pertes importantes pour des collectivités. Je n'explique pas trop pourquoi il y a ce revirement, mais c'est vraiment dommage. J'en profite pour compléter un petit peu ce que tu disais sur les SIC. Au-delà de la place des salariés, moi ce que je trouve incroyable dans la SIC, c'est l'association de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Et quand on parlait des salariés qui sont des investisseurs en effort, en santé, etc., dans une chaîne de valeur, il y a aussi des fournisseurs, il y a des clients. Tout le monde peut investir beaucoup aussi. Et si je prends l'exemple de Label Emmaüs, les Emmaüs, les ressourceries qui vendent sur le site, c'est eux qui font le boulot, quoi. C'est eux qui mettent les produits en ligne, qui font les commandes. Ce sont vraiment ces structures qui se donnent beaucoup de mal pour aller vers une transition numérique. C'est pas leur culture, c'est pas leur activité traditionnelle. Donc c'est vraiment eux qui font le plus d'efforts et ils ont des parts de la coopérative. Et voilà, c'est normal aussi qu'à un moment donné on dépasse ce rapport de marché où il y a des fournisseurs, des clients et puis sur la trésorerie on profite aussi de délais parfois qui sont indécents. On fait parfois mourir des boîtes à cause de cette trésorerie-là. Demain, en Assemblée Générale de Label Emmaüs, quand on aura plein de bénéfices, que j'espère qu'il arrivera un jour, comme 100% de ces bénéfices, c'est écrit dans nos statuts, seront réinvestis dans l'outil de travail,
chacun pourra dire, les vendeurs, ils pourront dire, nous, on n'a plus envie de payer 10% de commission. On pense que ça serait juste qu'on paye que 8%. Est-ce que ça arrivera un jour en assemblée générale d'Amazon? Je ne crois pas. Où les salariés pourront dire, on a mérité une prime. Voilà, où les parties prenantes diverses et variées pourront aussi exprimer leurs intérêts. Alors, je vais passer la parole à Marie-Laure Cuvelier, puis après, Dominique, je vous laisserai réagir aussi. Ok. Alors, la question des SIC, moi, je suis une convaincue, puisque la coopérative Tiers-Lieux que j'ai co-gérée pendant 8 ans, c'était une association au départ de préfiguration, donc avec vraiment l'idée que ça allait devenir une société coopérative. Le statut SIC a été choisi naturellement parce que justement il y a une diversité des parties prenantes, qu'il y a l'ensemble des typologies de bénéficiaires qui ont voix au chapitre, et puis évidemment la question des salariés, où là je ne vais pas répéter ce qu'a dit Dominique, mais en gros il y a ce côté émancipateur qui est hyper important, de pouvoir faire ce pas de côté pour un salarié et de se dire moi aussi j'ai le droit de m'exprimer, et ça change tout, quoi. C'est vraiment fabuleux à constater. Il y a une question de s'autoriser aussi à prendre la parole dans les instances qui est vraiment pas naturelle pour tout le monde. Donc ça oblige, parce que statutairement on peut aussi être obligé de poser sa candidature au sociétariat quand on est salarié, et c'est très important que ça soit obligatoire, je pense. Même si elle peut être refusée, en l'occurrence. Tout dépend du contexte, mais ça l'est rarement aussi. C'est très encouragé. La question des collectivités dans la gouvernance des SIC, il n'y a pas de réponse idéale. Je pense que ça va dépendre de la nature du territoire, aussi le rapport au projet en question. Nous, à la coopérative des Tiers-Lieux, on avait fait le choix. Donc nous, notre partenaire historique, c'était la région Nouvelle-Aquitaine. Et on s'était rendu compte en benchmarkant un peu, en allant voir d'autres exemples de SIC, que finalement, entre la volonté politique au départ d'investir dans un projet, de venir autour de la table en tant que partenaire, et après, dans l'opérationnel, d'avoir finalement un technicien qui est là aux instances et qui n'a pas du tout forcément la même posture que l'élu qui a fait le choix, ça pouvait poser problème, ou en tout cas être décevant du point de vue des personnes qui avaient tenté l'aventure. Et donc, nous, pour plein de raisons, on s'était dit que c'était pas une bonne idée. Et puis après, il y avait la question des conflits d'intérêts aussi, quand on veut tisser, répondre à des appels d'offres, etc. Là, ça nous aurait empêché pour le coup. Par contre, il y a effectivement des collectivités qui sont porteuses de tiers-lieux, qui sont sociétaires de la coopérative des tiers-lieux. Mais là, c'est différent puisque ce sont eux-mêmes des porteurs de projets, et donc ils sont là au même titre que n'importe quel tiers-lieu. Et donc c'est très, très intéressant parce que ça peut faire bouger aussi et enrichir. Enfin, ce sont des échanges hyper précieux d'avoir toutes ces parties prenantes autour de la table. Et donc ça, de mon point de vue, c'est encouragé. Mais je crois quand même que, en tout cas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il y a plus de SIC que le chiffre que tu as évoqué, et que ça va de plus en plus, que ça se développe. Mais, pardon, une dernière remarque, c'est aussi la méconnaissance par les services, et notamment la DRETS, je ne sais plus comment ça s'appelait. La directe. Merci. Les services de l'État. Et notamment qui méconnaissent finalement ces statuts-là, SCOP et SIC, et donc parfois il peut y avoir des réticences aussi parce que on maîtrise pas, on sait pas bien, on peut pas être majoritaire dans la gouvernance quand on est une collectivité, et donc voilà, il y a peut-être une peur aussi de perdre un peu la main. Enfin, c'est des questions de culture aussi ensuite. Dominique, je vais vous laisser réagir, et puis après on va devoir avancer quand même dans notre conférence. Il y aura une autre partie de questions. Oui, juste rapidement, donc pour compléter ce qu'a dit Maud et Marie-Laure, les SIC ont fait cette année les 20 ans de la création de ce statut très particulier, qui va être fêté d'ailleurs à Paris le 16 décembre. Et d'autre part, c'est vrai que ça a eu du mal à démarrer. Il y a eu très peu de SIC au démarrage, mais il y en a de plus en plus. Il y en a eu 500, 600 jusqu'aux années 2015. Et là, il y a une vraie évolution. On est à, je crois, 900, voire on va dépasser les 1000, plus que ça, 1500, je crois. Combien ? 1060 à l'heure actuelle. C'est ça, on a dépassé les 1000. Merci de rectifier. Merci. Voilà. Ce qui reste assez faible quand même par rapport à tous les autres statuts juridiques. Mais voilà, mais on sent qu'il y a une vraie progression. Voilà, et les citoyens commencent à s'en saisir, voire même des fois on pourrait dire que c'est de la fausse SIC, parce que
et justement, les collectivités s'en saisissent et se disent, tiens, on va pouvoir faire levier avec ça, avec quelques citoyens, on va créer des trucs, parce que plutôt que de nous faire du financement en direct, créer des SEM, etc., on va créer des SIC. Après, c'est pas... Pour moi, c'est une fausse SIC, mais ça génère quand même sur le territoire des choses, parce que autour viennent se mettre des citoyens, etc. Entre autres sur les énergies renouvelables, on trouve beaucoup ça en Occitanie, énormément de collectivités qui essayent de créer des SIC pour créer des parcs photovoltaïques, des éoliennes, etc. Alors, comme je suis la gardienne du temps, je vais créer un petit peu de frustration et je vais pas pouvoir prendre d'autres questions maintenant, mais il y aura un autre temps de questions-réponses pour vous. On va rentrer dans la deuxième partie de notre débat, qui est plus centrée sur la question du financement des entreprises de l'ESS. Comment aider ce secteur à faire tache d'huile sur toute l'économie? On est allé poser la question à Eva Sadoun, qui est la fondatrice de Lita.co, que vous connaissez sûrement. C'est une plateforme en ligne de levée de fonds pour les entreprises à impact. Elle est aussi, depuis juin 2020, la présidente du mouvement Impact France. Donc on écoute tout de suite cet extrait de son interview, puis on en discute après. Alors le problème des investisseurs, et notamment beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à ce financement de l'ESS et ce financement impact, c'est qu'ils recherchent la triple rentabilité, la rentabilité sociale, la rentabilité verte et la rentabilité financière. Sauf qu'on sait que la transition a un coût, que en fait ça coûte plus cher d'avoir une entreprise qui est vertueuse, parce qu'on va recruter des personnes sur le long terme en CDI plutôt que des auto-entrepreneurs ou plutôt que de délocaliser une partie de notre production. On va décider d'avoir des circuits courts, notamment en matière de distribution. On va utiliser des moyens, notamment de locomotion, qui sont plus coûteux. Donc, pour intégrer ce coût de la transition, il faut que l'investisseur soit capable de demander une rémunération qui est plus faible que dans le secteur classique. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de rémunération. Donc, c'est l'essentiel du problème qu'on a avec les investisseurs et l'ESS, c'est que dans l'ESS ou l'économie à impact, moi que je représente plutôt, qui est l'ESS plus l'entreprise écologique, l'entreprise à mission, c'est qu'il faut qu'on fasse comprendre aux investisseurs qu'il faut intégrer ce coût de la transition et que c'est positif pour le long terme. Donc nous, la vision d'investissement dans l'ESS qu'on défend, c'est une vision qui est long terme, c'est une vision qui est modérée d'un point de vue de la rentabilité, mais du coup qui va apporter beaucoup plus de performances sociales et écologiques. Et on le voit encore, et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a encore publié un rapport, que si on n'intègre pas la question écologique à la stratégie des entreprises, que les entreprises, dans tous les cas, vont être déclassées et ne vont pas survivre. Donc, moins de rentabilité maintenant, c'est plus de prospérité. On a besoin de grands projets techno et de grands projets innovants dans l'ESS. Le problème qu'on a, c'est que l'essentiel des financements à l'innovation, aujourd'hui, ne sont pas conditionnés à des résultats en matière écologique et sociaux, et qu'on a une vision en fait, de l'innovation qui est trop archaïque. Qui est une vision de l'innovation de rupture, mais sans réels impacts, etc. Donc on a la capacité, en fait, dans l'ESS et dans l'entrepreneuriat écologique, de porter des innovations de rupture à grande échelle. Mais il faut pour ça que les financements à l'innovation, c'est-à-dire les fonds d'investissement spécialisés ou les subventions à l'innovation, intègrent ces critères écologiques et sociaux comme étant la priorité. Donc le mouvement des entrepreneurs sociaux s'est créé effectivement il y a plus de 10 ans pour représenter l'entrepreneuriat social. Donc toutes les formes d'entreprises qui intègrent l'utilité sociale dans leur modèle. Nous, on a du coup transformé le mouvement des entrepreneurs sociaux en mouvement Impact France, parce que le souhait de demain, c'est déjà de représenter les entreprises sociales, mais pas que, les entreprises qui sont aussi écologiques, et toutes les PME qui veulent réellement faire leur transition. Et parce qu'on considère que l'entrepreneuriat social et écologique, demain, ça deviendra la norme, on veut effectivement ouvrir la définition. Et on veut représenter, en fait, tous ces patrons, tous ces dirigeants, toutes ces entreprises qui ont une vraie solution à la transition. Et que d'enfermer les gens dans des silos, c'est négatif, en fait, d'un point de vue de l'impact à long terme. Donc l'ESS, c'est bien parce que ça donne une forme d'entreprise qui est plus rigoureuse, qui est plus coopérative, qui est plus participative. Donc on représente pour nous toujours cette forme d'entreprise, mais on essaye de polliniser en fait l'ensemble de l'économie avec ce modèle. Donc on est radical sur nos valeurs, mais on est inclusif pour faire évoluer tout le monde. Donc Eva Sadoun, elle soulève plusieurs points qu'on va explorer ensemble. Le premier, c'est est-ce que l'ESS elle a les moyens de porter des projets ambitieux? Alors, Raikop, vous êtes l'exemple que oui, c'est possible. Voilà. Florence aussi, de l'ILERAR, sur cette question des habitats partagés. On n'est quand même pas sur des petits investissements. Est-ce que, voilà, au-delà de ce que peut dire Eva Sadoun, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que l'ESS, elle peut aller vers des grands projets?
Oui, évidemment. Moi, je peux pas dire non, effectivement. mais c'est pas sans difficulté. Vous imaginez. On a travaillé d'ailleurs avec l'ITA pour faire des appels au sociétariat quand on n'avait plus notre 10 en route. Et on va refaire appel à eux certainement pour gérer ce qu'on appelle les titres participatifs, donc que les sociétés coopératives peuvent émettre. C'est une forme d'action quelque part qui est donc rémunératrice. Effectivement, c'est pas parce que on est dans l'ESS qu'il peut pas y avoir de rémunération et si on veut attirer effectivement des investisseurs, ce qui est compliqué. Alors, les investisseurs, ils viennent pas directement dans le sociétariat parce qu'effectivement dans les SIC entre autres, il y a très peu de dividendes distribués et une majorité des bénéfices, 57,5%, sont réintroduits dans l'entreprise, ce qui est plutôt vertueux, vu que ça permet à l'entreprise de réinvestir et d'avoir des fonds propres beaucoup plus solides. Et dans ce cas, voilà, les TP, par contre, sont une solution. Et on voit les acteurs habituels de l'ESS, que ce soit dans la CGSCOP, Socoden ou Financoop, etc. On a toujours des problèmes de ratio qui ne permettent pas d'avoir des sommes. Évidemment, vous imaginez, nous, c'est en millions d'euros qu'il y a besoin, si on veut acheter des rames, si on veut... voilà, c'est des sommes qui sont donc très importantes. Et il n'y a pas forcément le levier. Donc, il faut qu'on aille le chercher à l'extérieur, ce levier. Ça peut être avec des investisseurs plus classiques qui, à travers ces TP, qui seront autour de 3 ou 4%, plutôt 4%, ce qui est cher quand même à l'heure actuelle. Voilà. Là, on peut arriver à avoir donc des investisseurs un peu plus classiques, sans parler après de prêts qui sont possibles. On est en train de négocier avec un pôle bancaire, entre autres avec le Crédit Agricole, qui est une coopérative aussi, comme vous le savez. Voilà, donc ça les intéresse, nous, de pouvoir faire du prêt classique. Mais à partir du moment où, comme toutes les banques, et surtout nous qui sommes une entreprise jeune, on a encore peu de production, il y a peu de recettes, et il faut, s'ils veulent investir 1 euro, il faut qu'on ait 1 euro en fonds propres. Donc ils veulent sur 5 ans nous prêter 18 millions d'euros, donc il faut qu'on ait, nous, de notre côté, 18 millions d'euros en fonds propres. On ne les a pas. Actuellement, on en est à 4 millions d'euros, grâce à tous les sociétaires, dont beaucoup sont dans cette salle. Voilà, ce sont les sociétaires qui financent le démarrage de l'activité, mais après il faut bien sûr aller plus loin et c'est vraiment ce problème de levée de fonds, mais c'est donc possible de le faire. Forcément, il faut s'atteler, c'est un long travail, c'est difficile, mais on peut y arriver. Florence, peut-être pour compléter. Oui, alors je crois que ce qu'Eva Sadoun dit, il y a deux choses très importantes qu'elle dit. Il y a, est-ce que finalement ces modèles d'économie sociale et solidaire qu'on invente, c'est des modèles à la marge, un peu réparateurs, qui font joli, mais qui ne changent pas fondamentalement le sujet, donc on va les financer, voilà, on va saupoudrer, puis une fois qu'on en a fait un ou deux sympas, on s'arrête. Donc ça, c'est quand même un grand sujet que j'aime bien rappeler, c'est qu'à un moment donné, on est en train de porter un modèle qui, dans l'ensemble, ça a été rappelé en introduction, est plus responsable et plus durable, porte en germe en plus voilà, des effets émancipateurs pour l'ensemble des parties prenantes, pas seulement pour les salariés, mais aussi pour les salariés. Donc voilà, première chose à se redire, c'est est-ce qu'on est en train d'inventer des petites solutions sympas réparatrices ou est-ce qu'on est en train de proposer un modèle ? La deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'effectivement, dans le sujet de la levée de fonds, sur l'ensemble des financeurs, parce qu'effectivement, il y a la question des financements privés, il y a la question aussi des financements publics, il y a tous ces germes d'argent qu'on peut trouver partout. Il y a une petite tension, tentation d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Effectivement, on voudrait que ce soit super pour l'image, que ce soit plein d'impact, et en plus que ça rapporte bien et que j'ai pas besoin d'y retourner. Voilà, il y a quand même un peu ce sujet-là qu'il faut vraiment avoir en tête et qui pourtant ne peut pas aller au bout de la promesse si on va pas sur quelque chose qui après devient structurel. J'ai du coup parlé du secteur que je connais bien, sur l'habitat partagé. Quand on a démarré, on a été hyper bien accueillis par l'ensemble des acteurs. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très facile, en fait. Au final, on sort un projet en 5 ans, c'est 4 ans dans le secteur classique, avec une dimension innovante très forte sur l'ensemble des sujets et sur le plan architectural et en termes d'innovation territoriale. Et en plus, c'est un bâtiment passif, porté par les citoyens. Enfin, on a vraiment fait comme on voulait et finalement, on a été très bien soutenu. C'est un projet qui coûte 1 million d'euros à une commune de 500 habitants, donc il faut se représenter que c'est 2 fois leur budget annuel.
Et il y a 858 000 € de subventions qui ont été apportées, ce qui fait qu'en plus, c'est un très beau bâti qui, effectivement, va être une jolie vitrine. La question, c'est demain. Et là, je prends en même temps ma casquette du réseau national de l'habitat partagé national, donc dont je porte la coprésidence. Donc j'ai l'occasion de discuter avec les acteurs institutionnels pour tous les porteurs de projets de mon genre qui sont partout en France. Bon, voilà, il y a une petite tentation quand même de dire c'est super ce que vous faites, on va vous rendre visible. Voilà, on va trouver une aide pour que les habitants, demain, une fois qu'ils habitent dans la maison, ils aient une nouvelle aide. Sauf qu'en fait, on parle de beaucoup de projets qui vont représenter 400 000 € pour les plus petits, 1 million pour les plus gros. On parle de temps d'ingénierie qui durent 4 ans, qui sont portés majoritairement par des équipes bénévoles. Donc il y a vraiment ce sujet de comment est-ce que si on veut changer d'échelle, on y va. Toutes les communes rurales quasiment dans lesquelles on fait des présentations nous disent c'est génial, il faudrait qu'il y en ait une par commune. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais concrètement, qui est-ce qui à un moment donné se dit on passe simplement de l'innovation à des règlements d'intervention pour le secteur public. Les gens de la région savent bien que je commence à en discuter avec eux. Mais globalement, au niveau national, sur toutes les agences de l'État, et effectivement, chez les investisseurs, il y a plein de gens qui nous approchent pour nous dire on a des super bâtis, on a de l'argent, mais bon, ils attendent 8% quand même. Et c'est pas possible. On ne peut pas répartir la valeur différemment pour que ce soit accessible pour les gens, qu'il y ait du bâti de qualité et que ce ne soit pas au milieu qu'on se gave, et en plus sortir 8% pour des actionnaires. Donc il y a vraiment ce sujet de est-ce qu'on fait de l'innovation, c'est joli, c'est super, c'est sympa sur les rapports d'activité, ou bien est-ce qu'on est en train vraiment de proposer un modèle et que donc derrière on aligne. Alors moi j'ai bien conscience qu'une fois que je dis ça et que je vais voir nos amis de la Caisse des dépôts par exemple, pour leur dire bon c'est super mais maintenant combien vous mettez sur la table, évidemment c'est des très grosses sommes, mais il faut vraiment se repositionner au départ sur qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire juste une ligne Bordeaux-Lyon? Je suis hyper contente que ce soit la première aussi à titre perso, mais j'en voudrais bien d'autres parce que quand on dit est-ce que vous viendrez en Limousin, est-ce qu'on viendra dans d'autres départements d'Occitanie, mais volontiers, mais effectivement on y passe un temps dingue, c'est très fatigant, donc il n'en faut pas une de ligne, il en faut plein. Est-ce qu'il nous faut un habitat partagé ou même 3 par département, ou est-ce qu'il en faut partout? Voilà, donc moi j'en appelle vraiment à réfléchir au-delà de c'est joli, c'est mignon, et comment est-ce qu'on fait pour avoir des financements structurants. La coopérative des tiers-lieux, en partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine, a très vite été sur un règlement d'intervention, mais en Nouvelle-Aquitaine, quid des autres territoires. Eva Sadoun, désolée. Eva Sadoun, elle soulève un autre point. Elle dit qu'on a une vision de l'innovation qui est obsolète. Marie-Laure Cuvelier, est-ce que c'est le cas? Vaste question. Je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit. Au fond, l'ESS, c'est quoi le modèle qui est proposé? C'est d'équilibrer l'humain, l'environnement et l'économie. C'est ça. Et c'est ça qui est vertueux. Et donc, au niveau des tiers-lieux, on invente nos propres modèles. Chaque tiers-lieu invente le sien. Et le principe du modèle économique d'un tiers-lieu, c'est la solidarité financière entre des activités lucratives qui permettent d'en soutenir d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que les acteurs classiques, type la Banque des Territoires, ne pourraient pas aussi à un moment donné faire un pas de côté et justement, avec les projets très rentables qu'ils soutiennent, faire un peu de philanthropie par ailleurs, quoi. C'est très important. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas du tout, hein. Mais en tout cas, pas avoir les mêmes exigences. Donc il y a aussi le fait de devoir changer de grille d'analyse des acteurs classiques, parce que mine de rien, ESS ou pas, au final, c'est toujours un banquier qu'on a en face à la fin. Et là-dessus, les indicateurs qu'on nous demande sont quand même encore en grande partie des indicateurs très classiques de ROI, quoi, de retour sur investissement. Et c'est ça qui est bloquant pour le développement du secteur. Pour répondre à la question sur l'obsolescence de l'innovation, donc j'ai un peu réfléchi avant la conférence, parce que c'est pas évident, et j'ai envie de vous renvoyer à une conférence d'Étienne Klein à laquelle j'ai assisté il y a peu, où il oppose, ou en tout cas où il fait il reparle de progrès, et il indique comment le mot innovation a remplacé la notion de progrès dans l'ensemble des discours politiques. Depuis, je crois que le basculement s'est fait en 2003, où le mot innovation a supplanté le mot progrès. Et donc il dit que l'innovation, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour que le monde
ne se défasse pas, pardon. Et donc finalement, ça revient à faire autrement pour que rien ne change. Et je trouve que c'est horrible en fait. C'est juste, c'est-à-dire que c'est une forme de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que rien ne bouge. Au final, c'est ça. Alors évidemment, il l'explique beaucoup mieux que moi, avec nombre de références philosophiques. Mais du coup, moi, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, l'innovation en tant que telle, je pense qu'elle est obsolète et surtout qu'elle est encore trop souvent réduite à l'innovation technologique. Et que finalement, moi, je serais plutôt partisane d'une réhabilitation du progrès, mais en actualisant cette notion de progrès et justement revenant finalement à cet équilibre entre l'humain, enfin, vraiment mettre l'humain au centre de la définition du progrès. Parce que le contexte nous y oblige, tout simplement. La planète nous y oblige, clairement. Donc, voilà. Dernière peut-être réaction par rapport à cette interview, cet extrait d'interview d'Eva Sadoun. On l'a questionné justement sur cette fusion entre le mouvement des entrepreneurs sociaux et le réseau Tech for Good France, qui n'est pas rien quand même. Maud Sarda, vous êtes administratrice de ce mouvement Impact France. Ça signifie quoi pour vous en fait ce décloisonnement de l'ESS ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les acteurs de l'ESS se retrouvent noyés dans ce mot valise économie à impact ? Alors, bon, Label Emmaüs, c'est membre du mouvement Emmaüs, en premier lieu. Je pense que nous, notre ADN, c'est Emmaüs, déjà. Ensuite, on est hybride. On est voilà, une sorte de start-up sociale. Alors, certains le verront négativement, d'autres positivement. Donc, on est aussi en lien, on est membre des licornes avec Railcoop et 9 voilà, licorne. On est 9 SIC, dont Enercop, la Nef, Railcoop, etc. Des petits David contre des énormes Goliaths. Et effectivement, on est aussi membre du mouvement Impact France. Moi, dans mon parcours, quelquefois, en fait, je supporte pas les cases. Je supporte pas ça. Je pense qu'il faut qu'on soit on a chacun quelque chose à défendre, et il faut pas noyer l'identité des uns et des autres dans un grand mouvement où du coup les valeurs vont se fondre, etc. Et je pense que c'est très important. Par exemple, les licornes, on nous pose souvent la question, mais pourquoi vous ouvrez pas plus, etc. Mais on tient en fait à être entre guillemets, voilà, plus blanc que blanc, quoi, être vraiment très éthique. Et on sait évidemment que ce modèle-là n'est pas reproductible à l'infini, mais c'est important en fait que quand même il y en ait qui montrent qu'on puisse aller jusqu'à 100% de réinvestissement des bénéfices dans l'outil de travail, enfin un partage complet des richesses, pas un partage complet du pouvoir, et comme un pied de nez en fait, quoi, à l'économie classique. Et moi en fait c'est mon moteur quotidien en fait d'être dans un univers ultra concurrentiel comme le e-commerce, et de le faire avec des armes qui sont diamétralement opposées au site classique. Et en même temps, j'aime l'identité Emmaüs, et en même temps, je pense que le combat du mouvement Impact France, il est important aussi. Voilà. Mais je peux vous dire que c'est pas simple, en fait, je trouve, dans ce secteur-là. Moi, je vais être critiquée chez Emmaüs parce que voilà, qu'est-ce qu'on vient faire dans le e-commerce, on n'a rien à voir avec ce type de secteur, on va perdre notre âme. Et après, dans des mouvements plus d'économie classique, on va être regardé un peu, oui, mais c'est des utopiques, c'est, enfin. Je pense que ça serait bien qu'on ait un peu plus de bienveillance déjà, quand même, dans ce secteur pour réussir à construire quelque chose de collectif. Et après, je pense que c'est très important que chacun garde quand même des identités très fortes, mais qu'on sache quand même se mutualiser à un moment donné sur certains combats. Pour vendre en ligne, il faut se mutualiser, sinon on n'a aucune chance de le faire chacun de son côté. Enfin, il y a certains combats qui méritent qu'on se mutualise, et en même temps, tout en gardant une identité forte pour voilà, le citoyen, le consommateur, l'épargnant. Il fera ses choix aussi entre ces différentes valeurs-là, et on peut avoir chacun un effet d'entraînement en fait sur des couches de la population différentes.
On va aborder une dernière question, puis après, du coup, on reprendra les questions du public. C'était voilà, ces questions des passerelles qu'on peut créer, du coup, entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques, traditionnelles. Chacun, vous avez des collaborations et des partenariats avec des entreprises de l'économie traditionnelle. Comment, par votre existence même, vous participez à faire évoluer cette économie-là, cette économie traditionnelle? Alors, je ne sais pas trop, peut-être Florence, on peut commencer par vous, parce que vous avez tous plein d'exemples à partager. Mais je ne sais pas comment quel axe commencer. Peut-être commencer par déjà la collab. Je vais faire dans chronologique. Dans le travail qu'on a au montage d'un projet d'habitat partagé, on va travailler avec le secteur du BTP de façon très classique. Donc, naturellement, on va déjà travailler avec des architectes. On va travailler avec un certain nombre de sous-traitants, d'acteurs de l'étude, que du coup on va aller challenger, notamment par la place qu'on donne à l'usager. Le monde de l'architecture, pour faire court, il aime bien faire des jolies choses, mais il n'aime pas forcément avoir énormément d'acteurs autour de la table qui donnent leur avis. Donc nous, on arrive avec des avis qui ont été fermement exprimés par des retraités, et on impose du coup le fait que cet avis-là, il va devoir être pris en compte. Après, bien sûr, on peut chercher des solutions. Donc il y a un effet pollinisation un petit peu, de dire comment est-ce qu'on arrive à faire changer le regard sur la vieillesse, du coup, au passage, dans un secteur qui a tendance à cloisonner beaucoup. Après, évidemment, on a un impact économique très fort sur le secteur du bâtiment local. On s'est imposé d'essayer de travailler avec des entreprises qui sont toutes à moins de 50 km de chez nous. Donc, quand on reparle de hors taxe, ça fait en gros 750 000 € qui sont redistribués de façon très proche. On leur présente, là aussi, les retraités. On leur fait signer la charte de la maison. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail de proximité. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme d'émancipation qui a été prononcé tout à l'heure sur tout le monde. Donc ça, il y a un effet pollinisateur aussi là-dessus. Après, on travaille aussi, on commence à travailler avec le secteur des bailleurs sociaux. Donc là aussi, il y a un travail de comment est-ce qu'on les challenge finalement pour passer de ce qui ne serait qu'une opération vitrine à peut-être être plus inclusive demain. Voilà, j'ai encore plein d'autres exemples comme ça, mais en fait, le simple fait qu'on se positionne dans le champ de l'habitat, qui est un secteur qui est vieux comme le monde, nous amène déjà à porter un regard différent et à re-questionner la vision très cloisonnée et très fournisseur de services qu'a ce secteur-là. Mais je vais m'arrêter là, il y en a plein d'autres. Dominique Guéret, peut-être quelques exemples aussi, c'est chez RICOP. Comment vous faites évoluer vos partenaires ? Oui, évidemment, on a des relations fortes avec des entreprises dites classiques, entre autres, qui veulent rentrer au sociétariat. Donc se pose la question, forcément, on en a parlé tout à l'heure, de l'éthique, qui est quelque chose de central dans les valeurs coopératives et dans la nôtre, entre autres. Donc il faut qu'on fasse une grille de critères éthiques pour que ces partenaires puissent rentrer au sociétariat. Et de la même façon avec nos fournisseurs, même si des fois les choix sont restreints. Si on veut acheter par exemple des trains, en Europe, il n'y a pas beaucoup de constructeurs. Donc voilà. Donc tout ça est forcément... oui, il y a en fait, c'est dans la bulle de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où on doit mettre, nous, des curseurs pour savoir où est-ce qu'on va et avec qui et comment, et ne pas faire n'importe quoi, ou là où on risquerait de perdre notre âme. Et là, ça serait fort dommageable, bien sûr, parce que derrière, il y a tous les sociétaires, il y a tout l'esprit de l'ESS qui serait mis à mal. Donc on se doit d'être extrêmement vigilant avec nos partenaires. Peut-être Maud, pour compléter sur cette dimension éthique et sur le choix des partenaires aussi. Alors, nous, on est pas mal sollicités. Déjà, Emmaüs, de toute façon, c'est vrai que les entreprises ont tendance à beaucoup solliciter ce mouvement en termes de communication. Alors, je pense que le principe de base, c'est qu'à partir du moment où un acteur économique privé nous demande de communiquer, on dit non. C'est quand même, je ne sais pas si vous avez en tête un affichage d'Emmaüs avec une grande marque ou une grande enseigne. Peut-être que c'est arrivé localement, mais franchement, c'est un positionnement national qu'on n'a pas. On est très, jaloux de cette indépendance en termes d'interpellation, parce qu'on peut se le permettre
d'une certaine façon, parce qu'on a ce modèle économique basé sur la revente de ce que les gens donnent. Donc là, c'est plutôt une bataille actuelle pour que la seconde main reste sociale, environnementale et une plus-value sociétale. Et je peux vous dire qu'on est quand même attaqué actuellement de toutes parts par le modèle privé. Donc moi, je passe beaucoup de temps à expliquer à des marques que demander à des consommateurs de ramener des produits d'occasion contre des bons d'achat neufs, ce n'est pas écologique en fait, ce n'est pas de l'économie circulaire, et que par ailleurs, il y avait Emmaüs en fait qui était là depuis 70 ans et plein d'autres qui récupéraient ces produits et donc s'ils veulent, ils peuvent récupérer les produits, mais en même temps, ils pourraient aussi ouvrir 10 000 places pour des compagnons, pour les héberger, pour les faire travailler. Voilà, ça va avec en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours pas simple le rapport avec les acteurs économiques, et en même temps, nous on est dans l'insertion, donc on forme des gens et on veut leur trouver du boulot. Ensuite, donc forcément, on est aussi beaucoup en lien avec un secteur, mais c'est surtout à travers du mécénat de compétences, je trouve, qu'on voit le vrai engagement des acteurs économiques. Notre école, par exemple, elle tourne que sur du bénévolat. Ce ne sont que des salariés de boîtes de la tech, de ce secteur-là, du e-commerce, qui viennent former bénévolement et personne n'en parle. Ils n'en font pas du tout la communication. Donc ça, c'est un vrai révélateur d'engagement, je trouve, du secteur économique. L'école, peut-être préciser, la belle école. La belle école, voilà. Oui. Parce qu'on ne connaît pas forcément tous les projets de la belle Emmaüs. On va prendre des questions du public ou peut-être Marie-Laure, je vous laisse juste conclure sur ce point-là, puis après on prendra les questions. Merci. Donc pour revenir à la question qui était comment l'ESS peut inspirer l'économie traditionnelle, moi je dirais que il me semble que l'ESS, c'est un secteur qui est relativement humble. On ne roule pas des mécaniques, on sait qu'on ne va pas renverser la table. Par contre, partout où on est, on peut inspirer, on peut en tout cas faire se questionner. Et donc je crois que c'est un peu là l'enjeu, c'est que les entreprises de l'économie traditionnelle, en étant de plus en plus exposées à des projets d'économie sociale et solidaire, elles se questionnent, et qu'on sorte finalement d'entreprises où l'intérêt principal est l'intérêt économique, et qu'on élargisse. Donc derrière tout ça, c'est quoi la question? C'est le rapport à l'argent, dont on a parlé hier soir, et qui est quelque chose de très personnel finalement, et qui est encore trop tabou. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, sur la façon dont chacun en fait envisage son rapport à l'argent, la place que ça prend dans la vie, etc. Et donc s'il y a quelque chose à prendre finalement de l'économie sociale et solidaire, c'est ça, quoi. C'est que ce sont des entreprises, des organisations qui remettent au centre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? C'est l'intérêt du vivant, animal, végétal, humain, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va prendre 3 questions. Je vais vous demander peut-être de faire un effort pour faire éviter les réactions longues, mais plutôt prendre des questions pour qu'on essaye d'en traiter un maximum. Et donc, en bonne gardienne du temps, on a 10 minutes devant nous. Bonjour, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Je voulais revenir sur l'expérience d'habitat partagé et poser une question simple. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision? Vous avez parlé d'une aide de 7 à 800 000 euros, subventions diverses sur un projet global d'1 million. Savoir d'où elles venaient, ces aides. Et la question qui me vient juste derrière, mais je fais très court, c'est est-ce qu'il est inenvisageable, est-ce qu'on ne peut pas envisager avec des intercos, des départements, voire des régions dans plusieurs endroits du territoire, une massification de l'opération avec la bienveillance de la Caisse des dépôts. Vous montrez comment c'est possible. L'habitat est une problématique dans tous les territoires. Les élus ont moyen d'agir finalement sur l'habitat, alors que sur bien d'autres domaines, la concurrence et Amazon, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui empêcherait de dupliquer, à défaut de massifier l'opération? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, sinon on ne s'appellerait pas comme ça. Je vais vous décevoir tout de suite, il n'y a pas une aide de 850 000 euros, ça ne s'est pas fait comme ça du tout. Il y a 8 partenaires de mémoire, l'État, la région, le département de la Gironde, des fonds leaders, la CARSAT, les fonds de la GIRCARCO, la Mutuelle sociale agricole et une petite fondation Terre Plurielle. Voilà, donc on est bien sur un ensemble de partenaires, et effectivement la question qui se pose, c'est qui va pouvoir continuer à s'engager pour pouvoir massifier.
Donc voilà un petit peu pour les éléments. Ce que j'ai pas dit, qui est important pour comprendre ce que c'est un habitat partagé tel qu'on le développe aujourd'hui, et parce que c'est complètement lié à la question des financements, c'est que chaque financeur va venir financer des choses différentes. Nous, on a aujourd'hui un modèle qui est très particulier, qui consiste à dire il y a des studios privatifs entièrement indépendants, donc avec une kitchenette, dans une maison avec des espaces partagés, donc comme une colocation, mais pas une colocation. Donc on a vraiment un mix qui pose des tas de questions au plan juridique, hein, puisqu'en plus c'est des logements conventionnés, donc ça coûte entre 300 et 500 euros par personne par mois. Donc on a ça à dire. On est sur quelque chose qui est très performant sur le plan de l'ergonomie. Il y a des tas de trucs hyper pratiques pour toutes les générations d'ailleurs, mais qui sont directement pour le coup de l'innovation techno. Et puis on a une performance écologique très importante. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait les financeurs ils viennent financer ce qui les intéresse. Certains les espaces partagés, d'autres ne viennent que sur la dimension privative, d'autres comme la région Nouvelle-Aquitaine sur ce projet-là qui est venu financer plutôt la performance énergétique. Voilà. Et donc le sujet c'est comment est-ce que bon, évidemment, idéalement, viennent financer le sujet tout court, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais effectivement, comment chacun peut se mobiliser. Il y a un vrai sujet de coopération avec les acteurs ruraux. Le montage qu'on démarre aujourd'hui, qu'on va dupliquer au moins 3 fois du coup sur la Gironde et le Lot-et-Garonne, c'est un montage communal. Donc c'est bien la commune qui aujourd'hui a un foncier, bâti ou non, et qui veut faire quelque chose dessus. Donc oui, il y a une coopération indispensable avec les élus. Nous, on est capable de remplir des dossiers techniques, mais on ne fait pas sans représentation politique conjointe. Et demain, ceux qui vont pouvoir nous aider à influer ces politiques locales, c'est bien les maires. Dès que je peux, je me balade avec un habitant qui vous raconte bien mieux que moi ce que j'ai dit tout à l'heure, et avec un maire. Parce qu'en fait, c'est bien ceux-là qui portent le projet à l'arrivée et qui sont bénéficiaires du service, c'est pas nous. Donc oui, est-ce qu'on peut venir sur d'autres territoires, mais on demande que ça parce qu'on voit l'impact, je racontais hier soir, l'impact sur l'épanouissement des gens au quotidien, sur l'épanouissement des élus, des petits élus ruraux qui prennent une certaine dimension. Donc oui, il faut y aller. Et du coup, j'en profite pour livrer mon autre message au service de l'État, qui je crois sont pas trop là aujourd'hui, mais c'est pas grave, qui est la question de comment est-ce qu'on disperse les fonds sur la ruralité. La ruralité, c'est très souvent perçu par couche descendante. On a eu le programme Cœur de Ville. On a Petite Ville de demain. Et puis moi, j'en ai plein des élus qui ne sont pas dans Petite Ville de demain, qui portent plein de projets et qui aimeraient bien pouvoir être financés pour pouvoir démarrer une dynamique ou poursuivre une petite dynamique locale, alors que parfois leurs voisins sont estampillés, n'ont pas forcément de vision pour leur territoire, il faut le dire. Donc il y a vraiment ce sujet de comment est-ce qu'on vient, de la même manière qu'on vient soutenir une dynamique habitante à un endroit donné qui devient un projet d'économie sociale et solidaire demain, comment est-ce qu'on accompagne aussi des territoires qui, oui, veulent se saisir de l'habitat, mais parfois aussi de la mobilité ou de l'alimentaire, et qu'on vient les accompagner là où ils sont, avec les moyens qui sont les leurs et qui, en général, à la fin, sont des élus qui sont des citoyens comme les autres. Donc oui, on veut bien venir. Oui, il y a moyen d'y aller, mais il faut y aller groupé pour pouvoir expliquer le pourquoi c'est important d'essaimer. Merci beaucoup. On va prendre les questions du Facebook Live quand même. Allez, deux. La solution que la campagne peut apporter à la ville. Quelle est la solution que la campagne peut apporter à la ville ? Oh là là, alors ça nous lance sur des grandes réponses. Ok. Ah, il faut le micro. Il faut qu'on vous donne un micro, pardon. Pour nous, il n'y a pas de problème. C'est plus pour les personnes qui nous suivent. En plus, c'est leur question. Oui, exactement. Merci. Donc, du coup, la solution que la campagne peut apporter à la ville. OK. Et une autre, plus simple. Habitat des possibles. Un privé peut-il mener un tel projet ? Du coup, je vais donner ma réponse à la première, parce qu'elle est tellement générale que c'est un peu compliqué. Mais je dirais du pouvoir aux citoyens. Parce que quand même, ce qu'on amène ce que vous avez dit toutes les deux, on a une relative accessibilité dans le contact aux uns et aux autres. Et donc ça, c'est plus facile. Et oui, du coup, pouvoir se dire, je participe à un tiers-lieu. Ah, mais en fait, je peux faire quelque chose. Bon, voilà. Et donc, si je peux faire quelque chose, peut-être que je reprends une place dans la société et peut-être je vote moins à l'extrême droite. Et la deuxième question, c'était donc, est-ce qu'un privé peut y aller ? Alors oui, il y a plein de privés qui y vont en ce moment, qui n'ont pas forcément toujours bien percuté, qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir une maison avec quelques espaces partagés et de diviser par 12 par le nombre de personnes et ça sort à 1 200 €. J'y vais un peu brutal, mais c'est quand même beaucoup ce qui se passe. Donc oui, les privés peuvent y aller, mais pas sans avoir écouté ce que les retraités veulent. Et très souvent, ils veulent
un projet en centre-bourg, ils veulent pas qu'on renonce à leur intimité, il faut que ce soit pas cher et qu'ils aient vraiment le pouvoir et pas qu'il y ait quelqu'un de très gentil qui s'occupe d'eux. Donc voilà, et ça c'est quand même un biais qu'on entend beaucoup. Donc oui, les privés peuvent y aller, il n'y a évidemment aucun problème, un privé ça reste un citoyen, ça reste une structure, personne morale parfois, mais il faut y aller avec l'humilité de la rencontre humaine telle qu'elle est vraiment dans ce type de projet-là. Alors, il y avait une question de la dame qui est juste là. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on essaye de les repérer ? Eh bien, ça m'arrange. Ah non, il y a une autre question là-bas. Voilà, on va prendre du coup ces 2 questions et après, on sera obligé de clôturer parce qu'on doit tenir le timing. Merci. C'était juste pour faire le lien avec tout ce qui s'est dit. Les SIC aujourd'hui, dans 7 cas sur 10, il y a une collectivité qui est... Enfin, non, il y a toujours une collectivité, mais dans 7 cas sur 10, la collectivité en question, c'est une commune. C'est pour dire que la SIC, ça marche au niveau communal. On a beaucoup plus de mal à intégrer les niveaux régional, départemental et EPCI parce qu'il y a des questions plus politiques, alors que le maire, il est plus près du terrain et il est un peu moins dans la politique et donc ils s'investissent plus facilement. C'était pour refaire la boucle de ce qui a été posé tout à l'heure comme question par Éric Correa. Ça fait complètement écho à la question du rural par rapport à l'urbain. Small is beautiful. C'est beaucoup plus facile de se mettre en route parce que le territoire est plus petit et donc les édiles sont plus accessibles aussi. Voilà, donc vive la ruralité. Vous avez tous envie de parler là. Non, mais c'est juste que moi, c'est très rapide, mais en termes de financement, ça peut faire toute la différence de transformer des subventions en fonds propres, en fait, vraiment en capital. Pour nous, ça change tout. Moi, aujourd'hui, quand je vais voir la BPI, on me dit que je suis une entreprise en difficulté. Voilà, parce que selon un truc Excel, pouf, je suis en difficulté et donc on me prête pas d'argent. Pourquoi ? Parce que derrière, ils considèrent que les titres participatifs, qui sont les seules formes qu'on peut avoir finalement de financement, qui sont excessivement coûteux. Hein. Moi, j'étais entre 5 à 7% quand je me suis lancée. Donc en fait, on paye même plus que des entreprises privées classiques. En fait, c'est même pas qu'on est sur les mêmes normes, hein, c'est qu'on paye plus cher parce qu'on est plus dangereux. C'est incroyable en amorçage. Donc, si les collectivités, les régions, les communautés de communes, les départements venaient transformer leurs subventions en capital, en plus, du coup, c'est pas du don, quoi. On pourrait toujours imaginer qu'elles puissent aussi récupérer des avoirs à un moment donné quand la structure est pérenne. Donc, tout le monde est gagnant finalement. Et nous, derrière, on pourrait vraiment aller voir des financeurs et lever des fonds plus facilement. Bon, c'est intéressant. J'espère qu'Andrea Bourrier est par là. Dominique Guéret. Oui, je voudrais rebondir sur cette question. Alors après, ça dépend. Effectivement, c'est souvent que ce sont des communes, mais c'est une question aussi de projet. Selon la dimension du projet, il peut y avoir très souvent les Comcom, et on voit plus le projet est gros, plus forcément il peut y avoir des départements. C'est le cas, le département de la Creuse que chez RICOP. Il y a même une région, la région Grand Est, qui est devenue sociétaire. Donc c'est bien une question en fait aussi de projet, puisqu'il y a un ancrage du territoire sur les SIC. Donc, ancrage du territoire, si le projet il est local, c'est normal qu'il y ait les communes, mais si le projet il est national, voilà, comme pourrait l'être le label Emmaüs ou Enercop, oui, là, il peut y avoir des entités et des collectivités plus importantes. Alors, dernière question de conclusion. Allez-y. Ça marche pas? Pour l'instant, ça ne marche pas, mais ça va marcher. J'en profite pour dire qu'il y a une question de volontarisme politique qui est hyper importante. C'est-à-dire que les collectivités locales ont un vrai rôle à jouer pour embarquer et pour être exemplaires, pour montrer la démarche, quoi. Oui, juste pour rebondir et peut-être amener l'inverse de ce qui a été dit, l'agglo du Grand-Guéret non seulement est effectivement membre d'une SIC sur RICOP, mais a aussi créé une SIC qui s'appelle InnoVillage. On a été une des premières en Creuse à créer une société coopérative, alors que justement qui peut tout à fait être complémentaire, c'est parce que c'est sur l'évolution de l'habitat. Donc on peut tout à fait être complémentaire de toute la démarche qui est faite. Donc ça sert aussi à ça, des journées comme ça, par l'habitat des possibles. Voilà, on a déjà travaillé avec la SIC Larban et la communauté de Faux-la-Montagne pour justement cette question-là de l'habitat partagé, de l'évolution de l'habitat tout au long de la vie. Parce que quand on est jeune, ou après moins jeune et qu'on vieillit, effectivement, son habitat, il a besoin aussi d'évoluer. Et puis, très brièvement, réagir à ce que l'intervention
de Marie-Laure tout à l'heure, que j'ai vraiment apprécié sur la notion de progrès et d'innovation. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je voulais faire juste une petite joke. Comme on a cette journée co-organisée par l'Agence de développement et de l'innovation, est-ce que cette agence est chargée de faire en sorte que comment on change pour que rien ne change, en fait? Bon, j'arrête. Bon, merci beaucoup. On va terminer cette conférence parce que là, vous avez donc 10 minutes de pause et puis il y a une deuxième conférence qui va démarrer. Je vous remercie infiniment tous les quatre. Et je vous souhaite une bonne poursuite de journée.